Donc c'est deux choses très différentes. Hein. Ça donne pas les mêmes résultats, c'est pas la même mécanique. Ça veut pas dire qu'ils sont inconciliables en fonction des problèmes, des endroits. Ça va même faire de l'hybridation. Hein. Dans les meilleurs systèmes qu'on a aujourd'hui sur le marché, la plupart sont hybridés. C'est-à-dire qu'on a une partie de chaque à des endroits différents. C'est le cas d'ailleurs des voitures autonomes, par exemple. Mais effectivement, les deux se sont entremêlés. C'est-à-dire que, alors de temps en temps, on représente différents moments de l'IA comme ça avec des vagues, et on voit qu'effectivement, les vagues se sont entremêlées. Et donc, il y a des alternances. Aujourd'hui, parfois, on considère que l'IA symbolique, c'est un truc vieux, mais en fait, c'est devenu tellement évident qu'on considère que c'est vieux, alors qu'en fait, c'est la base de tout, et que globalement, à chaque fois qu'on peut éviter de faire du deep learning, il faut. Mais voilà, je dirais qu'il y a une injustice de popularité à cet endroit-là quelque part. Mais qu'est-ce qui est le plus vieux? En fait, non, aucun des vieux. Je pense que depuis les débuts de l'IA, concrètement, on a toujours eu, à très peu d'années près, cette espèce de concurrence entre les deux. Sachant que le symbolique est quand même plus, naturellement, la continuité de l'informatique. Parce que un processeur, c'est une suite d'instructions. Et fondamentalement, du symbolique, ça a vocation à être un peu plus strict. Et le statistique est peut-être un peu plus variant de l'informatique classique dans la mesure où on remet du chaos et de la statistique dans un système qui ne l'est pas fondamentalement, quoi. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'au final, ça revient sur les bases de la philosophie humaine de l'apprentissage, qu'au final, est-ce que c'est une cohérence interne ou alors l'expérience qui valide. Enfin, c'est un peu... Absolument. C'est très juste ce que tu viens de dire, la différence entre la cohérence interne et la cohérence externe. On a cette différence-là aussi dans certains modèles cognitifs. La cohérence interne, effectivement, c'est de dire je trouve ça cohérent, c'est-à-dire que les objets entre eux ont l'air de bien aller ensemble. Et la cohérence externe, c'est si ça marche, ça marche. Peu importe les raisons à l'intérieur. En vrai, on a besoin des deux. Hein. Dans l'idéal, si tu fais que l'un ou que l'autre, ça va mal se passer. Mais ouais, c'est clairement deux approches d'ingénierie différentes. Alors, on va du coup parler un peu plus de ton côté business, donc, le fait que tu es un homme d'action qui parle sur énormément de plateformes, de ce que j'ai remarqué, des recherches que j'ai fait sur toi. Et tu es donc, tu as dit pendant 10 ans, tu étais le CEO de Golem, mais est-ce que c'est toujours le cas du coup? Je suis encore au board. Au board, d'accord. Et depuis 2 ans, j'ai lancé une activité qui s'appelle Kairo, qui était à la base c'était du freelance. Et puis assez rapidement, j'ai décidé de monter une boîte avec 2 associés, qui est une boîte en fait où on accompagne de A à Z des sociétés qui sont plutôt des PME, des grosses PME ou des ETI, dans le fait de mettre en place une stratégie IA de bout en bout. Donc ça démarre de on ne sait pas quoi faire, c'est la panique, on n'a rien, on n'a pas de data, on n'a pas de compétences, machin, etc. Et on les accompagne étape par étape jusqu'au moment où elles ont des solutions qu'elles utilisent tous les jours. Et ça se fait sur des échelles de temps qui sont assez courtes. Hein. C'est-à-dire qu'on peut en 6 mois aller de on n'a rien du tout, on ne sait pas quoi faire, à on utilise un outil quotidien qui nous fait gagner énormément de temps et qui apporte beaucoup de valeur. Du coup, tu as beaucoup d'expérience avec le fait de traiter avec des compagnies, avec leurs besoins, etc. Est-ce que, de par ces expériences, tu as un peu reconnu des patterns de besoins, des choses qui revenaient souvent dans les besoins de ces compagnies? Oui, il y en a beaucoup. En fait, c'est intéressant, c'est qu'il y a vraiment des redondances aujourd'hui dans les demandes. Si on commence par les plus grosses évidences, peut-être c'est le marketing. Le marketing, c'est un univers aujourd'hui de production de contenu. Et donc cette production de contenu, alors il ne faut pas la penser encore une fois en production de déchets massifs, hein, c'est pas la question de produire beaucoup énormément, mais c'est la question de, par exemple, être capable de produire des propositions d'articles, de blogs depuis tout ce qui se passe dans l'entreprise en scannant en permanence les projets, les histoires, etc. Et, enfin voilà, proposer du contenu, l'améliorer un peu sur mesure pour des styles éditoriaux, le spécialiser encore davantage. Voilà, donc tout ce qui est lié au contenu dans le marketing est assez évident. De manière générale, tous les aspects du marketing sont soumis à l'IA, mais je dirais que celui-là est le plus évident. Le commercial, c'est pareil, il y a énormément d'éléments de démarchage ou de spécialisation, de focalisation des contenus qui sont possibles grâce à l'IA. Et je dirais que de manière générale, que ce soit sur la relation client, après-vente, avant-vente, sur le commercial ou le marketing, l'IA nous fait rentrer dans un monde de l'hyper-personnalisation. Et ça, c'est évidemment souhaitable. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle faire du targeting ou du retargeting. Hein. C'est qu'on essaie toujours de viser une population qu'on connaît bien et pour laquelle on va essayer de spécialiser des messages. Et ça, c'est évidemment efficace, quoi. Voilà. Donc ça, l'IA a un rôle à jouer énorme là-dessus pour toutes les entreprises. Alors après, il y a plein de choses assez évidentes sur, pareil, le recrutement, voilà, la capacité à filtrer, trouver plus facilement les bons candidats, faire les matchings, etc. Ça aide énormément. Sur le commercial aussi, tout ce qui est scan des appels d'offres, chercher les bons appels d'offres dans une boîte. Souvent, on rencontre des entreprises qui n'observent qu'une petite quantité des appels d'offres qu'ils ont à disposition et ça leur prend déjà énormément de temps.
Et une fois qu'en plus on a scanné, qu'on a préfiltré, qu'on a choisi, qu'on a proposé, on peut même commencer à faire des propositions de réponse, c'est-à-dire commencer à écrire la réponse à l'appel d'offres. Donc D'accord, ça, ok. c'est intéressant. Alors un gros domaine où il y a beaucoup d'automatisation aussi, où ça revient beaucoup, c'est tous les domaines, tout dont le cœur d'activité, c'est de l'analyse documentaire.